Il nous revient maintenant de faire la dernière table ronde. Donc c'est le moment fatidique où soit on vous perd tous, soit on vous récupère. Donc cette table ronde, comme l'a dit Emmanuel, c'est l'impact des usages publics sur les usages professionnels, à savoir après ces 2 jours qui sont les professionnels et qui sont les publics. Je ne suis pas certaine de le savoir. On va parler aussi beaucoup d'évaluation des usages en réalité, puisque c'est le moment où peut-être on va revenir un peu à l'humain, puisqu'on va parler de ceux qui l'utilisent, cette intelligence artificielle. Que ce soit un service public dont nous parlerons nos collègues de Montréal dès qu'on les verra arriver, incessamment sous peu. Je serais ravie de les voir, mais je ne les vois pas encore. Nous sommes présentes, Emmanuel. Ah, et j'entends leur voix, c'est formidable. Montréal nous parle. Et donc ce sera un service public qui a interpellé 2 enseignantes-chercheuses pour justement étudier les usages et voir ce qui pouvait être développé pour répondre au mieux aux besoins qui étaient étudiés. Ensuite, on partira sur plutôt une enquête d'usage, donc une autre modalité d'analyse des pratiques. Et puis un autre intervenant nous parlera depuis les pairs. Ils s'évaluent entre eux. On verra si c'est aussi probant. Donc moi, je suis Emmanuelle Royon. Je travaille à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une structure régionale pour le livre qui accompagne en fait l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre dans leurs pratiques et qui déploie au niveau régional des dispositifs nationaux. Et nos intervenants du jour, donc je vais commencer sur scène, comme ça on aura peut-être les visages après de nos 2 intervenantes qui commenceront, mais donc à votre droite, à ma gauche, Lucille Guillermin et Benoît Harpin qui travaillent tous 2 pour Compilatio. Compilatio, je ne sais pas, peut-être certains nombre d'entre vous connaissent, mais c'est une entreprise donc, dont la mission est de prévenir et détecter le plagiat pour préserver l'intégrité académique, un beau programme. Et tous 2 travaillent ensemble depuis 7 ans, si je ne m'abuse, ensemble. L'équipe de Benoît, lui, qui est ici responsable de relations clients, recueille les problématiques terrain des écoles, imagine des solutions personnalisées et forme au logiciel de détection. Et l'équipe de Lucie, elle, crée des ressources clés en main pour aider les écoles à encourager l'esprit critique, la réflexion personnelle et l'authenticité. Donc tous 2 s'intéressent désormais à l'IA générative de texte et les changements qu'elle entraîne dans l'enseignement, et ils nous parleront donc de cette fameuse enquête dont les résultats viennent de tomber, si je ne m'abuse, en novembre de cette année. Je présente Yann Mahé, qui lui est directeur général de My Science Work, dont il parlera, je suppose, un tout petit peu. Et il va parler plutôt avec sa casquette d'un groupement français d'industrie de l'information qu'on a donc déjà côtoyé ces 2 derniers jours. Vous cumulez, tu cumules, je ne vais pas vous voyez, 15 années d'expérience dans le secteur de l'information scientifique pour le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour l'accès, l'analyse et la valorisation des résultats et données de la recherche. Et je ne sais pas si on peut voir nos collègues. Alors on ne les voit pas tout de suite, mais est-ce que Sabine et Dominique, vous m'entendez ? On t'entend très bien, Emmanuel. Alors, je vais vous présenter puisque vous m'entendez. Donc, Sabine Masse et Dominique Morel, elles sont toutes les 2 enseignantes-chercheuses à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information, donc l'EPSI à Montréal. Les intérêts de recherche donc pour Sabine Masse, c'est plutôt sur la diplomatique contemporaine, la typologie et la classification des documents et des dossiers dans les organisations, les modèles d'indexation à facettes. Les principaux intérêts de recherche de Dominique Morel sont sur la gouvernance de l'information, la gestion stratégique de l'information, des connaissances et les comportements informationnels dans les organisations. Et puis un ouvrage qu'elles ont co-dirigé, plusieurs, non, je vous en donne le dernier peut-être, l'archiviste humaniste, rôle et positionnement institutionnel et sociétal, qui paraîtra l'année prochaine. Et pour les autres références, je vous invite à regarder le livret. Je pense que... Oh, vous voilà. Formidable, vous êtes dans la salle de l'ENSIB. Bonjour à toutes les 2. Quand on a préparé cette table ronde, on s'est posé plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'on arriverait à fusionner leurs 3 interventions, ou en tout cas à les rejoindre par quelques questions principales. Donc celle des publics, qui sont-ils et à qui s'adresser pour évaluer leurs usages. Donc c'est là où on donnera la parole plutôt à Sabine et Dominique que vous voyez derrière moi.
Et puis surtout les enjeux de l'IA dans l'enseignement supérieur et la recherche et les usages qui sont faits de ces publics. Donc là, on aura les résultats de l'enquête du Sphinx et puis Yann qui nous parlera un peu de leur travail. Et puis on a réfléchi ensemble à des questions qui ont aussi agité nos intervenants précédents. C'est quel rôle pour les différents acteurs dans ces mutations, ces ruptures et non ces révolutions. Voilà. Quel rôle a joué aussi pour les professionnels de l'information? Est-ce qu'il y a forcément une montée en compétences, ou en tout cas une adaptation? Est-ce que les compétences déjà existantes sont peut-être à exploiter différemment? Et Sabine, tu auras peut-être nos métiers, mais ce n'est pas encore sûr. On espère que non, c'est la fin de la biennale, il faudrait qu'on reste encore de nombreuses années ici. Donc voilà, je vais leur laisser en tout cas la parole pour un projet qui vient juste de leur être confié sur l'étude d'un service public québécois des usages pour simplifier en tout cas une complexité et une disparité de données et surtout accompagner au mieux les humains qui sont au centre de toutes ces ressources. C'est bon pour moi, vous pouvez... Sabine. Merci Emmanuel. Bon matin. Je sais que c'est plus l'après-midi chez vous. Nous, on est encore au milieu de la matinée. Je tiens à prendre quelques secondes pour remercier les organisateurs de la Biennale pour nous avoir invités à cet événement. Comme l'a mentionné Emmanuel, donc je suis professeur en archivistique à l'EPSI. Juste un petit mot sur ma formation antérieure. J'ai une formation d'historienne et d'archiviste. Archiviste d'entreprise. Par la suite, j'ai fait un certificat en informatique appliquée à l'Université de Montréal, suivi d'un doctorat en sciences de l'information. Donc, j'ai à la fois une formation en sciences humaines, mais aussi sciences sociales et un petit peu d'informatique. Donc, donc pour une petite mise en contexte par rapport au projet dans lequel nous sommes actuellement impliqués, il s'agit d'un projet sur le terrain, un projet de recherche collaborative qui implique un partenaire gouvernemental, ainsi que le monde académique. Le monde académique est représenté par l'EPSI, soit l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, ainsi que IVADO, l'Institut de valorisation des données. Donc, un petit mot pour l'EPSI, pour savoir un peu dans quel univers on se situe. On travaille, Dominique et moi. C'est une école professionnelle dont la mission est de former des professionnels et des chercheurs dans la gestion de l'information consignée et des connaissances. Donc, c'est sûr que l'EPSI, traditionnellement, forme avant tout des bibliothécaires, mais pas uniquement. Donc, on a aussi une formation d'archiviste qui est donnée et des gens qui s'intéressent aussi à la gestion des connaissances, gouvernance de l'information, développement de sites web, etc. Grosso modo, l'EPSI offre plusieurs programmes de formation aux 3 cycles universitaires, donc 2 certificats de premier cycle, un certificat en archivistique et un certificat en gestion de l'information numérique. 2 maîtrises, donc une maîtrise en sciences de l'information professionnelle, donc avec un stage obligatoire, et une maîtrise en sciences de l'information recherche, donc avec un mémoire à réaliser en 2e année, ainsi qu'un doctorat en sciences de l'information. Notre partenaire académique, IVADO, donc l'Institut de valorisation des données, est un regroupement qui est formé de 5 établissements universitaires, donc l'Université de Montréal, Polytechnique Montréal, HEC Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill. Donc, ce regroupement rassemble aussi plusieurs centres de recherche ainsi que des partenaires gouvernementaux et industriels. En gros, la mission d'IVADO est d'encourager la formation et la recherche en intelligence artificielle. Une fois cette mise en contexte faite, je vais laisser la parole à ma collègue Dominique qui va vous parler donc des usages en question. Donc, notre partenaire, qui est un organisme gouvernemental québécois, cherche avant tout à faciliter le travail de ses agents de soutien à la clientèle en rendant la documentation opérationnelle plus accessible. Ils ont constaté que lorsqu'ils répondent au téléphone à un citoyen, ces agents ont de la difficulté à consulter une documentation numérique qui est hétérogène, qui est complexe, qui est mal fédérée. Et ce que veut l'organisme gouvernemental, c'est faire de l'ordre, en fait, dans leurs données et leurs processus pour les amener vers une infrastructure qui sera plus utile à leurs agents au téléphone. Donc, bien sûr, il y a des outils qui ont été considérés. Entre autres choses, des outils qui existent dans d'autres contextes
mais qui existent déjà. C'est des outils qui font appel à l'intelligence artificielle et au traitement du langage naturel de type help desk, agent conversationnel et de gestion des connaissances. Toutefois, notre partenaire gouvernemental considère que les informations qu'il détient ne sont pas a priori exploitables directement et que la transformation de ces informations pour alimenter les outils d'intelligence artificielle semble difficile à aborder. Donc, un outil basé sur l'intelligence artificielle est envisagé par notre partenaire afin de suggérer ou d'apporter aux agents des éléments de réponse plus pertinents en fonction de la demande du citoyen et du contexte propre à chaque citoyen. Et notre mandat consiste à analyser ces informations et ces données qui sont réellement utilisées par les employés dans un contexte de relation avec la clientèle. Il faut préciser qu'il s'agit essentiellement d'informations non structurées. Donc, au niveau de la compréhension des usages, je repasse la parole à Sabine. Donc, c'est sûr que dans cet organisme gouvernemental, il y a déjà des problèmes d'identification, d'organisation et de structuration des documents, des informations et des données qui rendent en fait leur repérage et leur exploitation plus laborieuses. Donc, c'est là où on intervient en fait, puisque une identification et une analyse plus systématique de cette documentation, voire des recommandations qui concernent la création de l'information en amont, fait partie de notre mandat. Par ailleurs, il y a dans ce projet très certainement des enjeux liés à la capitalisation et au transfert des connaissances. Par exemple, des anciens employés vers les nouveaux employés qui travaillent avec la clientèle, ainsi que des enjeux liés au comportement informationnel qui seraient à exploiter pour un meilleur service à la clientèle. Donc, on est dans un contexte d'analyse de besoins qui est fait du point de vue des agents eux-mêmes. Donc ça paraît incontournable de voir de leur point de vue à eux qu'est-ce qui leur serait utile pour réaliser leur travail avant de leur proposer la création d'un nouvel outil. Donc, on cherche vraiment à personnaliser un peu l'offre de soutien. Donc, on travaille, Dominique et moi, avec des informaticiens au sein d'Ivado, mais notre expertise, comme vous le comprenez, au sein de cette équipe n'est pas en intelligence artificielle, mais se situe en amont, donc bien avant l'implantation, la conception et l'implantation d'une solution informatique basée sur l'intelligence artificielle. Car les sources de données sont pour l'instant non structurées et non indexées, autrement dit en langage naturel, comme vous le dites. Et la question aussi qui sera à se poser selon cette première analyse, selon l'intervention qu'on va faire, c'est de quel type d'intelligence artificielle on va avoir besoin. Est-ce que ça va être une intelligence de type symbolique, une intelligence de type machine learning ou une combinaison des deux? Donc, le fait qu'on intervienne en amont va permettre un peu de faire un état des lieux, d'en savoir un peu plus sur les besoins réels qui sont nécessaires en matière d'intelligence artificielle. Donc, tout ça au bénéfice de quel public? Là, je laisse Dominique répondre à cette question. Donc, au bénéfice de quel public? D'entrée de jeu, trois publics évidents. Donc, évidemment, les agents du centre contact client de notre partenaire gouvernemental. Donc, ce projet de recherche que l'on mène va permettre d'identifier l'objet du questionnement des clients, des citoyens, et de fournir et d'aider les agents à fournir une réponse juste et efficace dans les plus courts délais possibles afin de tendre vers la meilleure expérience possible de l'employé par rapport aux citoyens et vice-versa. Donc, et ça, ce dernier élément, c'est important parce qu'on est dans un contexte de pénurie de personnel au Canada et il est important d'augmenter la rétention du personnel. Et chez notre partenaire, on nous a bien mentionné qu'il y avait un grand roulement de personnel qui ont droit à une formation très exhaustive, mais qui souvent ne reste pas parce que les agents au centre contact client font face à des défis importants pour accéder à toute l'information non structurée nécessaire là, pour répondre adéquatement aux citoyens. Donc, c'est important tout ça parce que ça nécessite de monter en compétences rapides de la part des agents du service à la clientèle en matière de valorisation des données pour répondre aux besoins des citoyens, et ce, avant même des démarches d'acquisition de quelques plateformes que ce soit, par exemple, une plateforme de gestion de la relation client. Deuxième public, les citoyens, bien entendu, qui ont besoin de réponses rapides, fiables et qui a des conséquences sur le traitement du dossier dont il est question dans leur cas lorsqu'ils appellent notre organisme partenaire.
Et finalement, l'agence gouvernementale, donc notre partenaire, qui doit absolument, et c'est un grand enjeu pour cette agence, qui doit absolument augmenter l'efficacité et l'efficience des agents du service à la clientèle. Il en va de leur crédibilité, de leur réputation. Également, ils doivent justifier le fait qu'ils travaillent à même les fonds publics, ils ont des comptes à rendre, donc une imputabilité. Et ils doivent également maintenir et développer la confiance des citoyens en lien avec les services que ceux-ci s'attendent à recevoir. Donc, en regard de tout ce qui a été dit, on comprend que l'approche ici, dans un premier temps, elle est davantage centrée sur l'humain, sur l'agent, sur ses besoins, sur son raisonnement, sur son comportement informationnel et moins centrée sur les données, les documents. En fait, l'humain, quelque part, c'est lui notre document qu'on cherche à analyser, à comprendre, peut-être le raisonnement à reproduire. Donc, c'est là qu'on intervient principalement. Ainsi, c'est pour ça que c'est Ivado qui nous a contacté, qui a contacté Lexi, parce qu'ils se sont rendus compte que cette démarche était nécessaire suite aux échecs répétés d'implantation de logiciels sans analyse préalable de besoins réels. Donc, ils sont venus nous voir et nous ont demandé de collaborer à ce projet, justement en raison de l'expertise qui s'y trouve en gestion de l'information institutionnelle, en transfert et capitalisation des connaissances et en comportement informationnel. Donc, la contribution de l'EPSI est d'autant plus importante que les agents du service à la clientèle font appel à des corpus non structurés, comme je l'ai mentionné, feront appel à des documents de nature différente. Par exemple, ça peut être des aides-mémoires, des manuels, des portails, des textes de loi, de la documentation opérationnelle diverse. Donc, en préparation au démarrage du projet, on a commencé à réaliser donc une recherche documentaire, à faire un état de la question sur le sujet, pour voir s'il y avait d'autres chercheurs qui s'étaient intéressés à ce sujet-là en entreprise. Et jusqu'à présent, on n'a rien trouvé dans le domaine des sciences de l'information. On doit continuer dans d'autres champs disciplinaires tels que le knowledge management, les sciences de la gestion, les sciences cognitives, l'informatique de gestion, les relations industrielles, Human-Computer Interaction. Et on recherche des écrits qui touchent, bien entendu, la relation client combinée au concept de lean management. Autrement dit, c'est être plus efficace avec moins, et de process mapping, donc de visualisation des processus. Et pour terminer, en 30 secondes, donc vous aurez compris qu'on se situe dans une approche qualitative qui implique la démarche suivante. Donc, bien sûr, une phase conceptuelle avec une recension des écrits ou état de la question, une phase méthodologique où nous devrons, entre autres choses, analyser des enregistrements du service à la clientèle des 6 derniers mois qui ont été réalisés et conservés par notre partenaire gouvernemental. Nous conduirons également des entrevues avec des agents du service à la clientèle. Nous analyserons des sources d'information, c'est-à-dire des systèmes d'information qui sont ceux utilisés par les agents du service à la clientèle. Nous aurons également à faire un travail de visualisation des processus de travail et du raisonnement des agents au service à la clientèle au regard des requêtes formulées par les citoyens. Et finalement, outre les rapports d'étape et le rapport final à notre partenaire gouvernemental, nous formulerons également des recommandations, tout ça en vue d'en arriver éventuellement à une solution basée sur l'intelligence artificielle. Voilà, cela conclut notre intervention. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de continuer nos échanges avec les collègues que vous avez pu rencontrer déjà en amont, la temporalité de cette enquête est laquelle? Vous avez été sollicité à quel moment, le rendu, et aussi peut-être, je vois une question en tout cas que moi je me pose, vous êtes combien à mener ce projet-là? On a le projet démarre. Il est d'une durée de 2 ans. Donc, on a quand même un budget assez important pour recruter une équipe, de former une équipe. Donc, c'est sûr que nous, en tant que professeurs d'université, on va chercher avant tout à recruter des étudiants, des diplômés, mais aussi des conseillers à la recherche. Donc, on prévoit une équipe de 5 personnes, plutôt en sciences sciences de l'information, ingénierie des connaissances, knowledge management. À cela, on va ajouter le soutien d'Ivado, qui, eux, ont des informaticiens qui pourraient donc nous aider dans la proposition de logiciels, notamment pour la transcription des enregistrements sonores audiovisuels. On parle de millions d'enregistrements. Donc, on va avoir le soutien de cette équipe d'informaticiens par ailleurs. Donc c'est ça. Donc, on est une petite équipe, mais on va aller chercher quand même des outils informatiques pour nous aider dans l'analyse des données.
Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y aura plein d'autres questions et surtout qu'on va aussi, dans la dernière partie de la table ronde, réfléchir aux compétences qui sont mobilisées sur ce type de projet et les compétences actuelles pour répondre à des intervenants ou en tout cas au public tout à l'heure qui interrogeait les montées en compétences, peut-être les compétences déjà actuelles de professionnels qui peuvent être employés dans ces études-là. Et je me tourne du côté d'Annecy, qui est à Lyon, avec Lucie et Benoît, pour leur demander la présentation donc de l'enquête qu'ils ont menée avec le Sphinx sur les usages de l'IA dans l'enseignement supérieur et la recherche auprès de professeurs et d'étudiants, si je ne me trompe pas. Voilà, avec des données chiffrées peut-être pour s'appuyer un peu sur des choses plus concrètes. Puis ensuite, on ira avec Yann évaluer aussi d'autres modalités d'usage. Bonjour à tous. Donc Benoît et moi, on est de la société Compilatio et en fait, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, on accompagne les établissements académiques depuis une vingtaine d'années dans leur démarche d'intégrité et de prévention du plagiat. Donc à l'arrivée de ChatGPT l'année dernière, il y a tout juste un an, forcément on a été sollicité pour savoir voilà, ce qu'il fallait faire, comment les étudiants allaient prendre en main cet outil, voilà, avec toutes les questions qui allaient autour. Et il y a eu réellement un sentiment de panique dans les établissements académiques. Et donc c'est pour ça que nous, on a voulu mener, en partenariat avec l'Institut de sondage Le Sphinx, une enquête donc, qui s'est déroulée de juin à août cette année, pour à la fois interroger les enseignants et à la fois interroger les étudiants sur leurs usages des IA, les perceptions qu'ils peuvent avoir de ces outils sur l'apprentissage de demain et celui d'aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup de peurs qui sont ressorties, de questionnements, de besoins aussi. C'est pour ça que nous, on voulait faire cette enquête. C'était vraiment pour mettre des chiffres et des indicateurs pour permettre aux établissements de savoir les prochaines étapes pour accompagner l'usage des IA à la fois auprès des équipes pédagogiques et à la fois auprès des enseignants. Donc on a récolté quasiment 5700 réponses donc d'étudiants et d'enseignants. Il y avait 2 sondages jumeaux, on va dire, qui permettent de mettre vraiment en parallèle et d'avoir un regard croisé sur les différences de perception entre les deux parties. Et cette enquête donc, a été notamment permise, le nombre de répondants a été notamment permis grâce à la diffusion par l'Université de Lyon, qui a été un gros partenaire, avec l'Université d'Aix-Marseille aussi, et d'autres écoles annexes, mais c'était les 2 plus gros acteurs qui ont diffusé l'enquête à grande échelle. Voilà un petit peu ce qu'on vous présentera. L'idée, ce sera vraiment pas de vous assommer avec les chiffres de l'enquête. On a ressorti les principaux. Et Benoît, qui lui est de la relation client, va pouvoir à chaque fois mettre en parallèle ces chiffres avec les retours terrain des établissements et les enjeux pour demain. Je vous laisse enchaîner parce que du coup, vous aviez préparé une super présentation et je me dis que ce sera plus simple peut-être que Yann après explique. Okay. Non, sauf si tu veux présenter même. Eh bien, allons-y pour la découverte des chiffres principaux de cette enquête. Encore une fois, voilà, on a ressorti vraiment ceux qui nous ont un peu interpellés. Il y en a plein d'autres. On vous donnera le lien à la fin pour que vous puissiez aussi aller voir plus en détail. Et la première question qu'on s'est posée avec cette enquête, c'est est-ce que les enseignants, en fait, aujourd'hui, ne surévaluent pas l'usage des IA par les étudiants ? Puisqu'en fait, il y a un étudiant sur 2 qui a déclaré, alors on parle bien de déclaration encore une fois, qui a déclaré utiliser l'IA au moins occasionnellement dans ses travaux académiques, alors qu'en fait, il y a 9 enseignants sur 10 qui pensent que les étudiants utilisent toujours l'IA. Donc là, voilà, c'est une question qu'on pose. Est-ce que le vent de panique qu'il y a eu sur les établissements cette année, en fait, n'était pas un petit peu démesuré par rapport à l'appropriation des outils d'IA par les étudiants ?
Ça restera à démontrer. Comme je l'ai dit, nous, cette enquête, elle a été faite de juin à août. On est en novembre. J'imagine qu'il y a déjà des choses qui ont changé et qui ont évolué. Hein. C'était le sujet aussi de ces 2 jours. C'est que voilà, on fait le point à un instant T, mais il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc là, les enjeux par rapport à ces 2 chiffres, et je laisserai la parole à Benoît, ça va être d'arriver à vraiment mesurer ces pratiques et d'assurer l'équité dans l'évaluation. C'est ça. Donc, bonjour à tous. Pour compléter un petit peu le propos de Lucille, en effet, l'arrivée finalement, enfin, ces technologies étaient déjà là, mais on va dire que l'arrivée médiatique, qui a un petit peu démocratisé ce sujet dans les écoles, a occasionné pas mal de réflexions, de questionnements, d'angoisse ou de... En tout cas, c'est ce qu'on a pu, nous, en ressentir avec des échanges, notamment avec des universités, je dirais tout type d'écoles et tout type de pays d'ailleurs. Hein, c'est pas spécifiquement français, où on a pu voir ça et le ressentir dans beaucoup d'établissements à travers le monde. Mesurer les pratiques, pourquoi ? Parce qu'au final, nous, on aide, en tout cas côté Compilatio, on sensibilise et on aide l'aide à la prévention, je dirais, du plagiat, à la détection de cas de fraude éventuels dans les travaux des étudiants. L'idée, c'est pas non plus d'être dans des politiques répressives, c'est d'être dans des politiques pédagogiques, avec justement de l'accompagnement, de la prévention, mais aussi derrière un certain levier d'évaluation et d'équité de traitement. Donc la première question que se posent les établissements, c'est quid d'un outil qui nous permettrait de détecter ? C'est un peu la solution la plus pratique. Est-ce que je peux appuyer sur un bouton et avoir une information qui me dit là il y a de l'IA ou là il n'y en a pas ? Et donc finalement, au-delà de ça, nous on travaille sur des solutions qu'on propose déjà aux établissements, et pour le moment on a une centaine à peu près bientôt d'établissements qui sont déjà équipés. Les questions que se posent souvent les écoles, en tout cas depuis un certain nombre de mois, c'est finalement un outil de détection. Même si on ne sait pas encore ce qu'on en fera, on va le prendre parce que ça peut nous aider en termes de dissuasion auprès de nos étudiants et pour finalement accompagner un peu nos pratiques. D'autres établissements qui sont plutôt dans la réflexion de se dire on veut peut-être d'abord dans un premier temps revoir un petit peu nos protocoles, nos politiques d'évaluation, etc. avant de éventuellement mettre en place un indicateur, parce qu'une fois qu'il y a un indicateur, il s'agit de savoir le lire et de correctement l'intégrer dans la procédure. Et après, le côté équité de traitement, bien évidemment, on peut utiliser des outils de détection lorsqu'on a un doute. Généralement, quand vous avez un doute, il est souvent avéré. Mais quid de l'équité, finalement, par rapport à votre promotion ? C'est-à-dire qu'au-delà de passer tout le monde devant le même radar, quelque part, il y a aussi une logique de valorisation, quelque part, des travaux correctement réalisés. Je te laisse la suite. Donc après, ce qui a été révélé par l'enquête, c'est un accord. Là, pour le coup, les réponses des enseignants et des étudiants se rejoignaient. 2 tiers des enseignants et des étudiants sont contre l'interdiction de l'IA. Je pense que tout le monde aujourd'hui a compris dans les établissements que maîtriser les outils d'IA allait être une compétence professionnelle à acquérir. Et donc tout le monde est contre. Et à partir de ce postulat-là, il va falloir un peu réguler et savoir ce qu'on a le droit de faire avec ces IA. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 3/4 des enseignants et 2 tiers des étudiants qui pensent qu'utiliser l'IA, c'est vraiment de la triche. Donc il va falloir s'interroger sur qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui est vraiment répréhensible, qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui n'est pas dans l'utilisation de ces outils. Voilà, et donc finalement ça commence par un petit peu ce qu'on a pu voir tout au long de la journée, les réflexions qui se mènent sur le fait de se documenter, le fait de s'auto-former un petit peu à ces questions-là. C'est pas forcément simple, évidemment. Nous, ce qu'on se rend compte aussi, au-delà de cette enquête, c'est que au-delà de l'arrivée finalement les technologies, de toute façon, elles avancent, elles nous attendent pas. On sait très bien que les systèmes d'enseignement, il y a toujours une notion de temps qui rentre en ligne de compte, temps pour déjà absorber l'info, pour mieux l'appréhender, mettre en place de la réflexion, des plans d'action et ajuster finalement ce qu'on a besoin de faire. Et là, on a bien conscience qu'il va y avoir besoin de former, parce que pour avoir des étudiants qui sont, on va dire, intègres dans leurs écrits, ça passe forcément par des formateurs qui peuvent efficacement les accompagner. Donc pour ça, nous, du côté de Compilatio, on essaye en tout cas d'accompagner nos partenaires en leur proposant justement de la documentation sous forme
Enfin, on récupère aussi, évidemment. Il y a tellement de bonnes pratiques et de choses qui se font à travers certains pays. Donc là, on vous a mis un retour sur un Padlet proposé par notre référent de l'Université de Lausanne. Une documentation du PUPP aussi au Canada, de Martin Peters, ça. Voilà, qui permettent finalement de structurer déjà un certain nombre d'informations sur le sujet, de réflexions qui ont pu être menées, puisque finalement les établissements, nous, on va simplement les aider à nourrir leurs réflexions. On ne leur apporte pas forcément de solutions clés en main. Et puis c'est un petit peu le contexte dans lequel on est tous actuellement, et je l'ai assez ressenti aujourd'hui dans les échanges, un gros contexte de réflexion. On se pose des questions et on essaie de voir finalement quel est notre avenir proche et plus ou moins long terme sur ce sujet. Donc l'idée là, comme le disait Benoît, c'est vraiment de se dire, ok, on liste toutes les pratiques qui peuvent être faites des outils d'IA par les étudiants. Et autour d'un groupe de travail, on va définir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas du point de vue éthique. Donc, dans l'enquête, on a essayé déjà de comprendre c'est quoi les usages aujourd'hui que font les étudiants de l'IA. Il y a 51% des étudiants qui utilisent ChatGPT pour mieux appréhender un sujet, pour mieux le comprendre, pour commencer à avoir des premières idées. Quand on les a interrogés sur est-ce que vous vous servez de ChatGPT pour faire vos recherches documentaires, là c'était plutôt non. Il y a encore 77% des étudiants qui utilisent les moteurs de recherche, alors qu'on a beaucoup entendu dire justement que Google allait potentiellement disparaître et que ChatGPT prendrait le relais. Et quand on leur a demandé s'ils utilisaient l'outil pour rédiger à leur place, alors là, les déclarations allaient vers le pas vraiment. Seulement, si on peut dire seulement, 2 étudiants sur 5 déclarent utiliser l'IA comme rédacteur, mais ils font quand même l'effort de reformuler et de s'approprier le contenu. Et du coup, nous, on le traduit dans le sens où ils utilisent peut-être plus ces outils, pas comme un rédacteur, mais comme un assistant à la rédaction. On en a parlé plusieurs fois dans la journée. C'est pas tout IA ou tout humain, et le combo gagnant serait effectivement l'IA avec l'humain. Mais voilà, il y a des pratiques de sensibilisation et des pratiques de formation à acquérir pour en arriver là. Et donc justement dans cette logique de finalement définir ce qui est acceptable et répréhensible, ça existait déjà finalement avec le plagiat, je dirais classique, le copier-coller, etc. Où finalement, au-delà d'un indicateur tel que ce que nous on peut apporter par exemple aux enseignants dans leur prise de décision, on vous donne un indicateur, on va scorer finalement la part de texte non original dans un devoir. Ça n'empêche que ça reste un indicateur, c'est-à-dire que c'est quand même à l'enseignant derrière, de par son expertise, la connaissance de son sujet, de venir statuer et amener des niveaux de gravité éventuels sur une fraude entre un étudiant qui a oublié de mettre les guillemets sur une source ou un étudiant qui a repris le travail d'autrui ou d'un camarade d'une promo précédente. Il n'y a pas du tout la même intentionnalité. Souvent, ce que vont avoir besoin les enseignants dans leur pratique, c'est surtout de savoir finalement quelle est l'échelle de gravité, sur quoi je peux m'appuyer pour prendre une décision qui soit aussi homogène par rapport à celle de mes collègues, finalement qu'on soit aussi crédible dans nos prises de décision et bien compris de notre public étudiant. Et donc avec l'IA, on va retrouver un peu le même système de fonctionnement où il va d'abord faire une échelle, finalement une échelle d'usage, de type de pratique, finalement pour en définir derrière une échelle de gravité et de pouvoir mesurer cette gravité et prendre les décisions qui vont bien ensuite avec. Si tu veux compléter. Non, je dirais juste que l'objectif de définir cette grille de gravité et de cette ligne rouge à pas dépasser pour les établissements, c'est de vraiment mettre en place un cadre réglementaire. Donc voilà, il y a la slide suivante qui explique justement, donc ça c'était un chiffre fort de l'enquête aussi. Non, celle d'avant. Mince, excuse-moi. Je peux pas revenir en arrière ? Je suis allé trop vite. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en tout cas, enseignants et étudiants sont d'accord pour dire qu'il faut encadrer les usages. Et ce n'est pas seulement les étudiants qui ont besoin de connaître les limites. Vraiment, les enseignants ont besoin aussi de ce cadre dans l'établissement pour savoir à partir de quel moment il va pouvoir sanctionner ou non son élève, et à partir de comprendre comment il peut l'accompagner au plus juste. Et une fois que ce cadre réglementaire est mis en place, il y a une grosse partie de communication et de sensibilisation à prévoir aussi.
voilà, auprès de la cible étudiante. Là, on vous a mis une citation qui est un petit peu provocatrice, on va dire, qui en fait amène à réfléchir sur est-ce que l'IA, elle ne serait pas plus utilisée pour les travaux qui sont perçus comme ennuyeux par les étudiants. Donc là, je vous la lis, c'est « Je suis élève ingénieur en conception et innovation. Quand mon travail d'anglais nécessite d'inventer des histoires dans un récit de collégien, ChatGPT le fait pour moi. Je préfère me consacrer aux travaux et projets qui ont plus d'enjeux pour ma carrière. » Donc là, l'enjeu, il est bien illustré par ce témoignage. C'est que va aussi falloir réfléchir aux méthodes d'apprentissage et se re-questionner sur « Ok, c'est quoi que je demande comme travail à mes étudiants ? C'est quoi la valeur perçue de ce travail ? Et comment je l'accompagne et comment je lui fais comprendre les compétences qu'il doit acquérir tout au long de son cursus académique. » Ouais, c'est ça. Finalement, quelles compétences je cherche à valider et par quels moyens, finalement, je vais évaluer mon étudiant pour valider cette compétence. Et donc, l'arrivée des IA génératives de manière massive dans l'enseignement supérieur, ça pose forcément des questions de réadaptation sur les modes d'apprentissage, en effet, les modes d'évaluation aussi. Je crois qu'on est short niveau timing. Non, ça va. On a bientôt fini. En tout cas, ce qui est ressorti de cette enquête aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et je crois que c'est ressorti aussi des 2 journées ici. Il y a effectivement beaucoup d'opportunités à acquérir, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur l'appauvrissement de la capacité à réfléchir, d'avoir un esprit critique, de savoir si l'information qu'on est en train de lire, elle est vraie ou elle est fausse. Et du coup, là, le pare-feu, on va dire, à toutes ces inquiétudes, ce sera vraiment la sensibilisation et la formation. Tout à fait. Et dernier chiffre pour illustrer le besoin primordial de formation, notamment des enseignants. Quand on a demandé aux enseignants s'ils utilisaient ou s'ils connaissaient les outils d'IA, nous, on a été relativement surpris par les réponses. Donc 2/3 des enseignants n'utilisent pas ces outils, ou en tout cas en août, cet été ne les utilisait pas. Et il y a quand même encore un enseignant sur 10 qui ne connaît pas ces outils d'IA. Donc pour nous, la première étape, ça va vraiment être de former les enseignants pour qu'ils puissent à leur tour former les étudiants. Finalement, ce qu'on va nous essayer aussi d'apporter comme éclairage, c'est de définir un vrai projet d'intégrité académique qui passe forcément par, comme on l'a dit, un cadre réglementaire, donc de la régulation, un programme de formation à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les équipes pédagogiques, parce que c'est un petit peu eux les moteurs aussi de ce type de démarche. De l'accompagnement, de la communication, bien sûr, et puis après, toujours de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des actions. On voit si elles fonctionnent pas, on les ajuste et on réessaye autre chose. Ce qui est sûr, c'est que ça reste un projet qualité, ça reste un projet fil rouge. C'était déjà le cas avec le plagiat classique. On va dire que l'arrivée de l'IA ne va pas remplacer le copier-coller. On a eu des retours d'école qui disaient c'est bon, on n'a plus besoin de vérifier le copier-coller. Tout le monde va utiliser l'IA. Mais bon, les étudiants sont malins. Si vous leur dites je regarde que l'IA, ils vont recommencer le copier-coller, ainsi de suite. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement en bonne pratique. C'est un peu comme le code de la route, pour faire une analogie simple. Vous mettez en place un radar. Si vous ne mettez pas de panneau de limitation ou d'apprentissage de la conduite ou de connaissance des règles, forcément, c'est pas à quelle vitesse rouler sur la route. Donc le radar ne suffit pas. Et c'est la combinaison de tous ces aspects qui fait que derrière, on a des comportements intègres. Voilà. Je te laisse conclure si tu veux. Oui, pour conclure, on vous a mis le QR code si vous voulez aller plus loin dans les résultats de cette enquête. Et si vous voulez avoir les liens des ressources qu'on a présentées aujourd'hui, je vous ai laissé mon adresse mail. Voilà, merci pour votre attention. Eh bien, maintenant, on en arrive à Yann Mahé. Du coup, c'est plutôt la casquette GF2I. Et en fait, la question que je m'étais posée, c'est avec nos collègues de Sabine et Dominique, on avait vu que c'est donc
un service public gouvernemental dont est l'existence, qui contacte 2 enseignantes-chercheuses pour mener une enquête. Là, donc, c'est Compilatio, qui est plutôt une start-up, qui est contactée avec une autre pour mener une enquête auprès d'un public aussi universitaire. Et là, l'évaluation se fait plutôt par ses pairs ou entre pairs au sein du GF2I. Comment le groupement il s'est constitué? Qu'est-ce que vous évaluez? À quoi vous réfléchissez? Et puis, concrètement, quels sont les enjeux actuels autour de l'usage de l'IA dans l'enseignement supérieur et la recherche? C'est un peu vaste, hein, mais comme de toute façon, depuis le début, on a dit que demain, peut-être que tout ce qu'on dit sera obsolète. Finalement, on est assez décontracté de la réponse. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter rapidement. Donc, Yann Mahé, je suis le directeur général de MyScienceWorks. On est une entreprise technologique et on accompagne principalement des centres de recherche pour la collecte, l'organisation de leurs données. On a un logiciel qui s'appelle PolarisOS qui permet, donc on en a beaucoup parlé déjà, de structurer les données, principalement de la recherche. Donc, et après, on intègre des IA de temps en temps, des services, sous forme principalement de web services, pour pouvoir automatiser des tâches administratives et éventuellement faire de l'analyse. Donc voilà, là j'ai l'aspect un peu tech, et c'est vrai que ce dont on avait parlé quand on avait préparé cette table ronde, c'était l'aspect GF2I, donc le groupement français de l'industrie de l'information, qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, et donc qui a suivi au cours de ces 40 ans un grand nombre d'évolutions. Et au sein de cette association, qui est non subventionnée, j'insiste parce qu'il y a une forme de neutralité de l'association, qui réunit des entreprises privées, des administrations, des universités et autres. L'idée est de pouvoir échanger autour des problématiques et des enjeux donc de l'information professionnelle. Et évidemment, cette information professionnelle, aujourd'hui, elle est aussi beaucoup liée aux données. Donc on a énormément d'enjeux sur les données. On est organisé sous forme d'ateliers avec des groupes de réflexion qui se réunissent. Alors en fonction des ateliers, vous avez plus ou moins de monde. Pour ma part, je co-anime un atelier avec Thomas Parisot de Kern, que vous avez pu voir ce matin, et probablement hier aussi. Voilà, et on co-anime un atelier sur la science ouverte, donc qui est un sujet bien chaud, hein, comme tout le monde doit le savoir ici. Et évidemment, ces sujets-là de science ouverte sont de plus en plus, je dirais, challengés aussi par l'intelligence artificielle. Et donc, il y a d'ailleurs un atelier vraiment technologie de la connaissance et intelligence artificielle au sein du GF2I. Et de plus en plus, on organise des sessions ensemble, puisque ces sujets sont maintenant complètement corrélés. Alors, ce qui est intéressant, donc moi, je vais plutôt parler évidemment de l'angle de la recherche, donc c'est plutôt l'impact de l'IA sur les chercheurs et ceux qui administrent la recherche. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que de toute façon, je pense que tout le monde l'a dit, on va devoir faire avec. Que ce soit pour les étudiants, pour les chercheurs, et pour tout type d'usagers quasiment aujourd'hui. Et donc, la question, c'est vraiment le comment. Hein, comment on va faire avec ça. Tout le monde ressent une certaine peur. Hein, on l'a vu là dans les chiffres que vous venez de présenter. Et je pense que ce n'est pas juste les étudiants, pas juste les professeurs, mais aussi d'autres personnes. Parce qu'il y a une partie d'inconnu. Hein. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que tout ce qu'on a dit pendant 2 jours va changer. Donc cette partie inconnue, probablement, évidemment, nous fait peur. Mais c'est aussi, je dirais, des opportunités, clairement, de pouvoir utiliser l'IA dans notre quotidien pour s'améliorer. Moi, j'ai prévu de couvrir à peu près 6, je dirais, grandes lignes que j'ai pu identifier sur la partie recherche, donc l'impact que peut avoir l'IA sur la production des connaissances, hein, en tant que chercheur, quand je produis, comment utiliser l'IA, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, la découverte de contenu, hein, avec la recommandation, éventuellement l'assistance à la lecture, l'évaluation, donc là l'évaluation par les pairs, voilà, il y a un gros sujet sur l'évaluation des articles de recherche actuellement, la traduction automatique, qui est évidemment aussi un enjeu fort, la détection de fraude. Donc là, Compilatio peut en faire partie, évidemment, des solutions. Et après, toute une partie analytique plus détection de tendance. Voilà. Pour ce qui est du premier point, à savoir la production de contenu,
les chercheurs d'aujourd'hui doivent publier. Ils doivent publier des articles, même si le mouvement de la science ouverte essaye de changer une certaine ligne qui était de publier le plus possible, de publier peut-être moins, mais de manière plus qualitative. Aujourd'hui, la plupart des méthodes d'évaluation reposent quand même encore sur le nombre d'articles que vous allez publier en tant que chercheur, soit sur une année, soit sur un projet. Et donc, il y a toute une partie de la tâche de rédaction qui finalement s'avère peut-être assez peu, je dirais, avec assez peu de valeur ajoutée. Et donc, il y a des outils aujourd'hui qui vont vous permettre de rédiger plus facilement, d'employer les bons termes. Des solutions comme Brightful, qui a déjà été mentionné par Thomas ce matin, va vous permettre, en tant que chercheur, d'être accompagné pour la rédaction de votre article et d'être sûr de rédiger de la bonne manière pour que vous ayez les standards de publication dans la recherche. Alors évidemment, ça peut poser des questions, parce qu'il y a une forme d'uniformisation et qu'on n'a pas forcément tout le temps envie d'avoir. Mais ça répond aussi à un certain enjeu des chercheurs qui vont pouvoir se focaliser sur des tâches qui vont être un petit peu plus à valeur ajoutée. Cette partie-là est aussi importante, et je pourrais revenir sur la partie traduction, mais il y a un enjeu fort quand on publie dans des langues qui ne sont pas l'anglais, et qui est aujourd'hui la langue, je dirais, prédominante dans la recherche pour les raisons qu'on peut connaître, qui vont être peut-être, en tant que non-anglophone, de pouvoir avoir des outils qui peuvent nous aider à rédiger en anglais pour publier en anglais. Il y a d'autres outils qui vont vous permettre, et ça a été aussi mentionné ce matin par Thomas, Cite, donc je vous invite à aller voir si vous vous intéressez un peu aux enjeux de la recherche, qui vont vous permettre, au fur et à mesure que vous rédigez votre article, d'intégrer les citations à des articles en fonction de ce que vous écrivez. Bon, la logique peut être un peu controversée, parce que c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à dire on va commencer par un état de l'art et voir ce qui se fait, et puis ensuite on va rédiger. Mais en tout cas, ça existe, c'est utilisé. Donc on ne peut pas faire sans, c'est probablement améliorable, mais ce sont des points d'observation qui sont aujourd'hui, je dirais, bien là, bien ancrés dans les usages des chercheurs. Sur un second point, c'est plutôt la découverte. Alors la découverte, là on va être quand même un peu tous, je veux dire, touchés par ça, parce que la recherche scientifique, aujourd'hui, évidemment, produit du contenu, et ce contenu, les chercheurs ont envie de le trouver, mais aussi un certain nombre de personnes qui s'intéressent à des sujets, qui sont experts, des amoureux de la science. Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est quand même aujourd'hui une vraie opportunité pour pouvoir aider les personnes qui cherchent du contenu à trouver le bon contenu. On a eu le web sémantique qui est arrivé il y a maintenant plusieurs années, où on nous promettait quelque chose de vraiment révolutionnaire et d'assez incroyable en termes de recherche, et on s'est rendu compte que ça nous apportait surtout beaucoup de bruit. Ça nous apportait beaucoup de bruit et pas forcément énormément de pertinence. À tel point qu'à un moment donné, qu'aujourd'hui, si on regarde la plupart des bases dans lesquelles on va chercher, bon, sauf si vous avez vraiment envie d'aller chercher très profondément dans le texte, mais très souvent, le moteur va se baser sur les métadonnées, en fait, et vous allez faire une recherche sur des métadonnées, pas forcément dans le full texte. La pertinence va se caler là-dessus. Bon, l'IA, avec les moteurs de recommandation aujourd'hui et la possibilité de calculer les similarités entre les articles, va vraiment aider à recommander au lecteur du contenu qui va être plus pertinent, en fonction de ce que vous avez consulté, en fonction de l'article que vous avez lu, bon, aussi en fonction de la navigation que vous avez fait sur une plateforme ou une autre. Donc ça c'est vrai que c'est un enjeu très fort, et je dirais que pour le lecteur, c'est quand même quelque chose d'assez précieux, de ne plus perdre de temps avec des listes de centaines, voire de milliers d'articles à lire, peut-être juste en avoir quelques-uns, mais qui sont les bons. Il y a également des outils d'assistance à la lecture. Alors quand je dis assistance à la lecture, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de vous résumer sur un pan de recherche ou un sujet les grandes idées, les grandes théories, les dernières avancées en termes de recherche. Et donc vous pouvez dans certaines solutions ingérer, la solution va ingérer plusieurs articles et va vous sortir un résumé de l'ensemble de ce contenu. Donc très, très utile également. Et puis il y a également, alors là on est plus sur un aspect je dirais découverte, mais la possibilité de transformer un papier de recherche en résumé vidéo. En résumé vidéo, et donc ce qui vous permettra, ou une synthèse vocale d'ailleurs, ça existe également, et donc ce qui vous permettra derrière peut-être d'aller toucher un public un peu plus large. J'avance parce que je pense que je suis un peu limité en termes de temps. Je dis à peine. Chaque pan pourrait
pourrait être discuté pendant pas mal d'heures, j'imagine, voire de jours. Le troisième point, c'est l'évaluation. Alors, probablement que si vous suivez un petit peu ce qui se passe en termes de recherche scientifique, il y a de plus en plus d'articles qui sont publiés chaque année et ça devient un vrai challenge de pouvoir trouver des chercheurs pour relire et pour valider les papiers qui sont soumis. Je crois qu'on est maintenant à 2 millions, 2,5 millions de papiers par an. Il y a une partie, il y a beaucoup, par exemple, les pays asiatiques comme la Chine publient énormément de papiers, mais relisent très très peu les papiers qui sont publiés. Et donc c'est un vrai challenge. Qui va relire ces papiers et qui va les valider? Et donc là, l'IA peut vraiment aider, en tout cas pour établir un premier rapport d'un certain nombre de tâches qui va vérifier pour voir si, par exemple, il y a des erreurs qui ont été décelées dans des manuscrits, si la méthodologie employée par les auteurs est pas forcément la bonne. Voilà. Donc là, il y a une société comme par exemple StatReviewer qui peut sortir des rapports et permettre aux reviewers de gagner du temps, en fait, d'aller directement à l'information principale. Ce sont, je dirais, encore une fois, des tâches qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée et qui vont pouvoir être automatisées par l'intelligence artificielle. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'avant même la revue, il y a des outils qui vous aident maintenant à trouver le bon journal pour publier. Vous allez pouvoir, en fonction de votre discipline, faire une recherche dans une base, et charger votre manuscrit et trouver le bon article et le bon journal pour être publié au bon endroit. La quatrième partie, c'est la traduction automatique. Je vous l'ai évoqué. La traduction automatique, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien, en tout cas pour la plupart des langues, et donc qui peut aider énormément un chercheur qui publie dans une langue non anglophone à avoir son article en anglais. Évidemment, avoir son article en anglais permet quand même une plus large diffusion. Il y a toujours des enjeux et des challenges parce que dans la recherche, le langage est très technique, très poussé, et donc les outils peuvent encore se tromper. Mais c'est quand même de plus en plus fiable et de plus en plus, je dirais, performant pour aider les chercheurs à ce que leur contenu soit un peu plus diffusé. Cette traduction automatique, elle est même proposée par certaines maisons d'édition aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous publiez chez Springer Nature, par exemple, dans un de leurs journaux, ils vont vous proposer un service où vous allez pouvoir traduire votre article en anglais automatiquement. Il y a quand même une relecture par une personne derrière. Donc, encore une fois, ce n'est pas du 100% machine. Je crois que ce qu'ils annoncent, eux, c'est 80% machine, 20% contrôle humain. Voilà pour la traduction. La détection de fraude. Alors là, vous connaissez bien Compilatio. Alors, vous parlez du plagiat, mais il y a aussi, par exemple, les fraudes à l'image. Beaucoup d'images qui sont trafiquées dans les revues, dans les articles. Et donc là, maintenant, il y a des outils qui permettent de déceler si une image a été modifiée ou non quand elle était, avant d'être mise dans l'article. Voilà. Donc ça, ce sont des enjeux très forts. La détection de fraude, c'est un enjeu d'autant plus fort dans la recherche qu'on est quand même à une époque où on se défie de tout, où on n'a plus confiance en rien en tant que citoyen. Et donc, on a quand même besoin d'un retour à la science et une certaine intégrité qui nous permettent de nous reposer sur des bases solides. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un enjeu très fort. Je ne développe pas toute la partie ChatGPT et autres que vous avez déjà largement évoquées. Voilà. Et puis la dernière partie, c'est évidemment toute la partie analytique, où grâce aujourd'hui à des IA, vous allez pouvoir avoir des tableaux de bord analytiques très poussés, vous allez pouvoir croiser des données, vous allez pouvoir sortir tout un tas d'indicateurs qui vont vous permettre de prendre des décisions pour vos travaux de recherche ou aussi un niveau établissement pour mettre en place une stratégie de recherche nourrie par une quantité de données forcément plus importante que si vous deviez tout scroller manuellement et tout gérer et analyser manuellement. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon. J'ai essayé d'être assez rapide et concis. Oui, mais je pense qu'il nous reste 3 minutes pour cuisiner Sabine, Dominique et toi. On va laisser tranquille nos amis de Compilatio sur cette question-là. Avant d'avoir 5 minutes pour les questions de la salle, nous, on se demandait l'articulation des compétences et des professionnels à l'intérieur de ces projets-là. Sabine disait, est-ce qu'on a encore besoin de professionnels de bibliothèque avec l'intelligence artificielle? Vous êtes de nouveau avec nous dans la salle de l'ENSIB, Sabine et Dominique, très provocatrice. Sabine interrogeait
Voilà, est-ce qu'on a encore besoin des professionnels de l'information et de leurs compétences? Est-ce que peut-être vous pouvez partager avec nous voilà, comment dans ces projets-là, et particulièrement vous, on a fait appel à vous, à des professionnels de ces questions-là pour... voilà, on a mis en place des outils, mais on n'a pas évalué les besoins et on n'a peut-être pas évalué voilà, la connaissance des documents à renseigner. Selon vous, quelle articulation on pourrait faire de nos compétences déjà actuelles, sans parler même de monter en compétences, les compétences qu'on a d'ores et déjà? Et je laisserai Yann peut-être réfléchir à la composition même du GF2I, qui est fait de plein de pluralité de personnes et de secteurs aussi sur ces questions-là. Je vous laisse la parole, Sabine et Dominique. Merci Emmanuel. C'est ça, nous avons réfléchi, Dominique et moi, à cette question. Et j'ai pu quand même écouter certains des échanges qui ont eu lieu hier. Avec le décalage, on n'a pas pu assister à tout l'événement, malheureusement, mais je me souviens de l'intervention d'un philosophe, je crois, je me souviens plus de son nom, qui parlait en fait quel est le rôle de l'humain dans les systèmes de l'IA. Et l'humain, nous, dans notre cas, c'est à la fois l'employé du secteur public, mais aussi le professionnel de l'information. Donc là, c'est sûr que là, je vais parler des acteurs de l'information qu'on appelle, nous, ici, les gestionnaires de l'information, les record managers, les knowledge managers. Donc, on est convaincus qu'ils ont encore un rôle à jouer. Puis, j'articulerai mon propos autour des trois thèmes qu'on utilise ici, au niveau des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Donc, au niveau des savoirs, je dirais que c'est sûr que c'est nécessaire plus que jamais de comprendre et de mettre en pratique l'analyse d'affaires sur un processus métier qui est spécifique pour proposer des solutions qui sont appropriées, personnalisées, en valorisation de l'information et des connaissances. Donc ça, c'est quelque chose qui, s'il n'existe pas, est à développer dans nos centres de formation. L'analyse des besoins qui est exprimée par les différents acteurs, ça c'est important, cette compétence-là d'être analyste de ces besoins-là. Et les informaticiens, souvent, c'est un peu, c'est pas leur rôle nécessairement de travailler avec ça. Donc ici, nos acteurs, ce sont bien sûr les employés, mais aussi les contribuables, les citoyens. Donc dans leurs besoins, la requête d'information, donc quel type de questions ils posent. Donc graduer ces questions-là, ça sont plus ou moins complexes. Par rapport au niveau de complexité, donc quel raisonnement après l'agent met en place pour ensuite trouver une réponse. Donc vous voyez, on essaye de modéliser tout ça pour vous pouvez anticiper ensuite l'implantation de règles au niveau algorithmique ou pas. Est-ce qu'on y va? Parce que là, on s'entend bien, c'est un corpus unique, métier, donc on parle pas de big data, on parle de documentation opérationnelle, d'un corpus législatif. Donc après, c'est savoir qu'est-ce que l'employé mobilise parmi toutes ces sources d'information, de quel type d'information en particulier il utilise par rapport à tel type de question. Donc c'est ça qu'on fait comme travail de corrélation entre la requête, la transformation de cette requête, la traduction de cette requête par l'employé pour ensuite aller chercher la réponse à cela. Donc, ce qui est important de plus en plus, sans être informaticien, c'est la connaissance de l'IA. Je pense que des événements comme aujourd'hui, c'est tout à fait approprié, non pas pour nous-mêmes nécessairement, même si on voit bien que c'est possible de s'auto-former, mais de comprendre bien les fonctionnalités pour savoir qu'est-ce que l'IA peut nous apporter en tant que professionnel de l'information. Comment est-ce qu'elle apprend l'IA, est-ce qu'on part d'un apprentissage automatique ou est-ce qu'on va nous l'alimenter? Et de quoi l'IA a besoin? On a besoin de savoir de quoi elle a besoin pour nous préparer les données en amont, bien les préparer pour ensuite les transférer aux informaticiens qui, eux, par la suite, vont pouvoir choisir de quel algorithme dont ils ont besoin. Puis bien important, ces questions de boîte noire et de boîte transparente. On peut pas, dans un contexte d'entreprise de réputation gouvernementale, on peut pas avoir une boîte noire. Il faut que la boîte soit transparente. Il faut que l'IA soit transparente. On peut pas se permettre de réponses approximatives. Il y a un enjeu de fiabilité d'information qui est très important dans un contexte d'entreprise. On peut pas se permettre que l'IA hallucine ou qu'elle invente de réponses comme peut faire ChatGPT quand, par exemple, il va proposer des références bibliographiques qui n'existent pas du tout. Donc, il va monter des références. C'est comme ça que nous, on peut détecter le plagiat manuellement comme prof. C'est parce qu'on voit bien que les sources bibliographiques sont complètement aberrantes. Donc, on peut pas se permettre ça en entreprise. Donc, on a ce rôle-là de contrôle de la fiabilité de l'information. Rapidement, au niveau du savoir-être,
des compétences en communication, en relations interpersonnelles. On s'en va avec des humains, on va discuter avec des humains, on va analyser, essayer de comprendre leurs besoins, leurs requêtes d'information, être capable d'établir un lien de confiance avec les différents acteurs impliqués dans l'organisation. On est bon pour ça, les professionnels de l'information, qu'on soit bibliothécaires ou archivistes en entreprise. Et les savoir-faire, être en mesure ensuite, cette compréhension du raisonnement, des besoins, de les retranscrire sous forme d'un process mapping, de la visualisation des processus. Donc, on est bon aussi pour avoir une vision intégrée à la fois du besoin d'affaires, du comportement informationnel, ainsi que des sources d'informations en bout de ligne. Et ultérieurement, il s'agirait d'être en mesure d'analyser et de valider les échanges entre l'intelligence artificielle, par exemple si elle se présente sous la forme d'un agent conversationnel, et l'employé dans sa recherche d'une réponse rapide et pertinente aux citoyens. Donc, c'est sûr qu'on intervient au début dans le cadre de l'apprentissage machine, mais ensuite, l'idée, c'est qu'une fois que le contrôle est fait, on se retire du processus. Merci Dominique, au niveau des... Juste 2 mots pour terminer, parce que Sabine a mentionné les principales compétences dans le type de projet, en tout cas, que l'on mène. Mais juste pour rappeler que, les professionnels de l'information, qu'on les appelle archivistes, bibliothécaires ou professionnels de l'information, ce sont certains des professionnels parmi d'autres qui occupent le territoire large de l'information, des données, des connaissances tacites, explicites, etc. dans les organisations. Donc, il faut vraiment que les professionnels de l'information qui sont formés en sciences de l'information prennent leur place, en fait, pour démontrer et valoriser leurs compétences pour des projets tels que celui que l'on mène, par exemple, et d'autres qui sont préalables à l'implantation de systèmes, qu'ils soient informatiques ou basés sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, des compétences disciplinaires, bien entendu, ça fait notre force, mais également des compétences transversales, donc interdisciplinaires, qui sont disciplinaires dans d'autres secteurs de la connaissance, mais pas en sciences de l'information traditionnellement, comme on pense à l'analyse d'affaires, au process mapping, etc. Et même, je vous dirais, du point de vue canadien, la communication n'est pas enseignée dans les départements ou les écoles en sciences de l'information. C'est le cas en France, mais c'est pas le cas au Canada, sauf exception. C'est 2 départements carrément différents. Donc, il faut vraiment développer des nouvelles compétences transversales qui vont nous aider à mieux nous positionner finalement dans des types de projets comme cela. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être 1 minute sur les minute. 1 minute. Sur les donc, compétences ça tombe très bien parce que je pense que je partage complètement l'analyse de Sabine et Dominique. Je crois que voilà, il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Quand je vois le GF2I, on n'a pas de technique, il n'y a pas de développeurs qui viennent, il n'y a pas de data scientist. Donc c'est des experts métiers qui viennent et en fait qui très souvent soit partagent une expérience parce qu'ils ont vécu quelque chose en lien avec la donnée et de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Donc ils viennent partager, mais ils viennent aussi apprendre comment ça marche dans d'autres secteurs. Il y a différents secteurs d'activité représentés. Mais ce qui fait le lien, je pense, et moi c'est peut-être pour faire le lien aussi avec l'ENSIB ici, c'est que finalement, il y a quelque chose qui ne change pas, que ce soit Google ou ChatGPT, c'est qu'il faut aussi savoir taper une requête. Il faut savoir taper une requête, et savoir taper une requête, c'est pas donné à tout le monde en fait. Et je pense que c'est quand même quelque chose, j'espère, qu'on vous apprend à l'ENSIB. Et donc, tout le monde va un peu devoir devenir un super requêteur. Et ça, c'est pas une compétence que tout le monde va acquérir partout. Donc probablement qu'un des métiers de la documentation et des bibliothèques de l'avenir, c'est aussi d'apporter cette expertise aux experts métiers, de leur apprendre comment utiliser ces outils-là, comment taper une requête pour savoir, si on ne sait pas taper une requête, on n'aura jamais le bon résultat. Voilà. Donc je dirais, merci à vous qui allez former les super requêteurs de demain. Voilà. Merci à tous en tout cas pour vos partages d'expérience. Merci beaucoup à Sabine et Dominique d'avoir été avec nous même à distance. Désolé, on a fini avec quelques minutes de retard, mais on a essayé de maintenir le délai. Je ne sais pas si on veut prendre 1 ou 2 questions ou s'il y en a. 5h moins le quart. Ah si, il y a une question.
peut-être une réflexion par rapport à l'enquête qui a été faite là sur la fraude, enfin tout ce qui est, excusez-moi, c'est compilation. Moi, en tant qu'enseignant-chercheuse, c'est sûr que nous, dans nos masters, on a fait un règlement maintenant, je dirais, en termes de... Mais je pense que c'est pas... Chaque matière se prête différemment à l'intégration de l'IA, et je crois qu'on aura des règles génériques, mais on aura aussi des règles qui renvoient à ce qu'on enseigne. Et tous les enseignants ne sont pas d'accord pour autoriser les mêmes usages. Bon, nous, on a rallongé, par exemple, effectivement, la soutenance de mémoire de fin d'année, en se disant qu'il faut vraiment qu'on teste pendant 3 quarts d'heure aussi la capacité réflexive et la maîtrise même de ce qui a été écrit et produit. Donc on va avoir beaucoup plus d'oral aussi par rapport à l'évaluation finale. Après, l'exigence d'être transparent et de dire explicitement quand il y a le recours à des IA dans certains types de tâches. Enfin bon, on n'est pas du tout comme Sciences Po qui veut interdire, ou je ne sais pas s'ils en sont encore là, mais on est bien plus dans la logique d'intégration et de co-construction avec des IA, mais en étant transparent et en notifiant bien effectivement ce que chacun apporte et en développant aussi l'oralité de plus en plus maintenant dans les évaluations. C'est là qu'on va tester les capacités aussi des étudiants, quoi. Mais bon, on a fait un règlement et générique, et puis en même temps, en laissant à chaque enseignant dans son UE de préciser, et en tous les cas de clarifier ce qu'il l'autorise et ce qu'il n'autorise pas, en tous les cas. Tout à fait, vous avez raison, je vous remercie pour votre éclairage. C'est un petit peu ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, toutes les disciplines ne sont pas impactées de la même manière, en fait, quelles que soient d'ailleurs les disciplines. Et finalement, il y a cette part de liberté à laisser finalement à l'enseignant dans son mode d'évaluation, ses pratiques, et finalement, c'est le premier expert pour décider de ce qui est convenable ou pas convenable. Vous avez soulevé aussi le fait de pouvoir citer finalement, en tout cas avoir des marqueurs de transparence sur finalement l'utilisation de ChatGPT, pour prendre cet exemple, parce qu'il n'y a pas que lui. Si je l'utilise ou pas dans mon devoir, ce devoir de transparence. Donc ce que vous avez déjà mis en place, je dirais, vous êtes un peu en avance. Toutes les écoles aujourd'hui avec qui on discute en sont pas toutes là encore là. Et c'est un peu la première étape. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les réflexions, c'est qu'on a 2 cas de figure actuellement. Des établissements qui se disent oui, on a besoin d'un indicateur qui va nous donner le score d'IA dans un document. Même si on ne sait pas ce qu'on en fera, on le veut quand même et on verra ce qu'on fait avec. Et d'autres écoles qui sont plutôt un petit peu à se dire non, on veut d'abord mener des réflexions, voir finalement comment on fonctionne, comment on évalue, qu'est-ce qu'on attend finalement de nos étudiants et comment on veut réglementer tout ça, avant de se dire est-ce qu'on aura besoin ou pas d'un indicateur complémentaire dans la prise de décision. Oui, au niveau des diplômes, ouais. Merci beaucoup à vous en tout cas, et merci Dominique et Sabine de votre participation.